Madame, Messieurs, bonjour, vous nous êtes fidèles. Merci à Contrepartie. Nous vous diffusons tous les jours les productions télévisées ici chez nous dans Web Info Télévision. Vous avez été nombreux à vous abonner, à cliquer sur vos cloches de notification pour toujours être en alerte de toutes nos productions sur Web Info TV. Nous vous disons grand merci. Aujourd'hui, c'est une autre grande personnalité qui est donc ensemble avec nous sur ces plateaux de Web Info Télévision pour parler des différents points d'actualité. Aujourd'hui, je reçois M. Alain Mboma. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aussi à tous les youtubeurs qui sont restés fidèles à notre chaîne en ligne Web Info TV. Monsieur Alain, nous sommes très heureux de vous recevoir. On sait déjà que vous êtes cadre de FCC. On sait également que vous avez été parmi les fervents combattants auprès de Joseph Kabila, celui que beaucoup de personnes disent un sage qui ne dit mot. Mais nous avons appris que ces derniers, sinon vous le savez également que ces derniers sont en train de faire beaucoup de rencontres. Dites-nous d'abord qu'est-ce que vous avez comme analyse sur cela. Mais avant cette question, vous allez nous dire l'actualité qui vous a marqué durant cette semaine. Bon, ce n'est pas seulement l'actualité qui a fait les buzz durant toute cette semaine, plutôt toute l'année. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année et au début d'une autre. Et ce qui fait que des acteurs politiques avertis comme moi personnellement, nous devons nous interroger sur les grandes questions qui ont pratiquement intéressé la scène politique et pourquoi pas sociale de la République démocratique du Congo et pratiquement réfléchir aussi sur les tenants et les aboutissants de toutes ces questions-là. Nous avons vu comment les élections se sont déroulées, nous avons vu comment les institutions se sont installées, nous avons vu comment le peuple est resté emballé par les promesses du président de la République et les institutions qu'on a mis en place qui, le peuple pensait pourraient soulager tant soit peu à leur misère, plutôt à sa misère malheureusement. Et jusque-là, il n'y a rien qui est fait. C'est ce que nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous semblons déplorer et c'est vraiment une très très grande désolation du côté du peuple. Et quant à ce qui concerne votre préoccupation, bon, je sais très bien que Kabila n'a pas cessé à faire des contacts, même s'il les faisait sous des rideaux, mais au moins il a toujours fait des contacts. Mais il les fait officiellement actuellement. Hein? Il n'y a pas d'officiels et d'officiers. Il a été toujours avec les gens. Kabila, c'est un monument vivant de la politique congolaise. C'est encore une très grande école de la politique et je dois vous rappeler, si du moins vous n'êtes pas de ceux-là que je qualifie de caractères de chicaniers qui nient tout, quand tout est bien dit, tous ces gens, tous ces ministres, tous ces mandataires publics qui sont dans ces gouvernements, dans ces régimes actuels, ils sont tous passés par l'école de Kabila. Donc le kabylisme au vrai sens du terme, a commencé par Constant Mutamba qui le dit haut, bien qu'il soit ministre d'un régime, d'un régime de prédation. Laissez-moi terminer la phrase. C'est un régime de prédation. Mais au moins, il sait très bien que toutes les bonnes notions, toutes les bonnes formations acquises, il les a eues du côté de Kabila. Comme pour dire, Kabila, pour moi, je le considère comme le Jésus de la politique congolaise. Pourquoi Jésus? Parce que Jésus lui-même avait déclaré que personne ne peut passer à côté de ma croix et rester les mêmes. Et c'est comme ça que Kabila, bien qu'il a fait une très bonne lutte de changer l'homme congolais, mais au moins, le minimum a été fait. Et c'est comme ça que toutes les grandes prouesses dans le gouvernement souminois, c'est pratiquement les gens qui sont passés par Kabila, en citant Constant Mutamba, la première ministre elle-même qui a été jadis dans les cabinets du ministre Mukoko Samba. Mukoko Samba lui-même, et je cite en même temps Julien Paluku. Donc ce sont ces têtes-là qui font des grandes prouesses, qui soulagent tant soit peu et qui donnent un peu de l'image, une petite bonne image au gouvernement souminois et au régime actuel. À quoi vous devez vanter les prouesses de M. Constant Mutamba? Constant Mutamba, c'est quelqu'un qui est venu bouger les lignes sur le plan juridique. Lui-même, le président de la République avait déclaré haut et fort devant les micros et les caméras des journalistes que notre justice est malade. Et lui-même, Constant a supposé que notre justice est morte parce qu'il a dit qu'il va faire l'autopsie. On fait l'autopsie. Non, c'est très faux de dire que la justice était déjà morte, mais plutôt la justice congolaise était déjà
sous soins intensifs, donc sous bonbonne, sous perfusion. Mais Constant Moutamba est venu quand même avec quelques remèdes. C'est comme ça que vous voyez, la justice a quitté pratiquement les soins intensifs qui étaient presque à la porte de la morgue, mais on commence à la ressusciter. Et c'est ce qui fait que même beaucoup de juges, beaucoup de magistrats, beaucoup de hauts fonctionnaires du système judiciaire ont commencé à lui jeter des pierres parce qu'il est venu déboulonner un système qui était déjà pris en étau, pris en otage par les bourreaux de la justice congolaise. Donc nous avons quand même de l'espoir qu'il y a quelque chose qui commence à se faire et nous qui sommes pratiquement de cette opposition républicaine, nous devons dire les choses bien quand ça va et mal quand ça ne va pas. Voilà. Alors, Messie Alain, Joseph Kabila a rencontré Moïse Katumbi Chapwe. Dites-nous, c'est le début également d'une bonne collaboration entre ces deux leaders de l'opposition. Vous savez, en politique, les ennemis de ce matin peuvent être des amis et des collaborateurs d'histoire. Car Katumbi, il a été gouverneur sous le règne de Joseph Kabila. C'est pour vouloir dire que non seulement Joseph Kabila, il est dans les affaires, Katumbi a toujours été dans les affaires. Il pouvait avoir des relations politiques. Bon, vous savez, c'est vous qui dites qu'ils se sont mal séparés. Parce que même un divorce, un mariage qui accouche d'un divorce, après qu'on est en train de prononcer les jugements sur les divorces, personne ne s'attend que les couples pourraient encore se revoir plus tard pour se dire, bon voilà, des vérités, c'est à cause de toi que notre mariage a échoué et tout. Et si tu me garantis que tu pourras quand même changer, on peut passer outre ces jugements et les foyers renaît. Donc c'est pour vouloir dire que Kabila, bien que ça n'était pas quelque chose qu'on pouvait en faire une clameur publique, mais Kabila, pour moi, il n'avait jamais été ennemi de Katumbi et vice-versa. Donc pour les voir devant la presse avec des images qui parlent, cela n'est pas pour autant dire que bon voilà, c'est un divorce qui vient encore d'accoucher d'un autre mariage, non. C'est plutôt une continuité d'une relation amicale, politique et même d'affaires qui vient encore de se requinquer. Donc c'est ça le terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette rencontre de ces deux grands leaders de l'opposition? Bon, nous ne devons pas non plus seulement voir du côté opposition, parce que je sais très bien que même le régime actuel est en train de se trémousser sans énergie, parce que, bien sûr, on ne pouvait pas s'y attendre qu'au crépuscule pratiquement de l'année qui va suivre les préparatifs des élections de 2028, des grands leaders comme ces deux-là puissent se rencontrer. Mais qui dit ou qui sait que les autres grands leaders aussi vont aussi emboîter les pas? Aujourd'hui, ils sont à deux. C'est deux têtes pensantes qui se sont rencontrées et qui ont des moyens. Et c'est ce qui fait peur au régime. Qui sait que demain aussi, vous allez voir Fayoulou rejoindre la démarche. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore défini un agenda qui a occasionné cette rencontre. Mais je crois, dans les jours qui suivent, si pas Katumbi, peut-être Joseph Kabila lui-même va se prononcer. C'est ce qu'il va cette fois-ci parler. Il va peut-être parler. Oui, c'est ça ce qui fait bouger un peu les lignes du côté du régime. Donc, ayez vos apaisements. Le musée va parler, les jours qui va parler, et attendez-vous à des paroles de tonnerre. Alors, Monsieur Alain, l'année 2024 vient de prendre fin. Quelle prouesse les FCC ou bien toute l'opposition peut se vanter pendant cette année qui vient de prendre fin? Les FCC n'a jamais parlé au nom de toute l'opposition, bien que ça soit un monument. J'ai commencé par les FCC. Oui, les FCC n'a pas aussi un bilan à présenter au peuple. Non, l'opposition a un grand rôle à jouer. L'opposition a vraiment quelque chose à dire au peuple. C'est ce qui fait la différence entre ces gens qui gèrent la République aujourd'hui avec beaucoup de fantasmes. Parce que nous leur avons laissé pratiquement 35 ans, sachant qu'ils étaient dans une bonne opposition. Si vous allez de gauche, vous voyez les choses Kabouya qui regrettent, qui sont en train de cracher même sous la mémoire du Sphinx, et puis à son âme, Étienne Tshisekedi. Parce que les démarches pour lesquelles Tshisekedi s'était battu par rapport à la gestion actuelle, il y a pratiquement une très forte démarcation. Comment ça? Mais bien sûr. Tshisekedi s'était battu pour les intérêts du peuple. Le peuple d'abord. Félix Tshisekedi le fait aussi. Il est venu avec un slogan qui n'a pas du mot. Il est venu seulement pour un slogan. Mais il le fait. J'ai vu comment les gens qui l'ont entouré ne l'ont pas aidé à grand-chose. Aujourd'hui, nous sommes où, si vous voulez que je fasse le bilan? J'ai été curieux de lire
de faire toute une lecture du président de la République faisant l'État à la nation comme si c'était un projet de société. Un discours sur l'état de la nation, c'est un bilan. J'ai fait ça. Mais pas je ferai ça. Mais curieusement, il plonge encore la population qui est déjà, je dirais, assouvie par des supercheries, mais il continue encore à faire des promesses, avec des contradictions au travers de ses ministres. Je vis son ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, promettre 60 avions. Pendant que le gouvernement lui-même avait promis 10, on n'en a jamais eu 3. Vous voyez un peu la supercherie. Le même président de la République, dans son état, il promet qu'il va construire 38 000 km de routes. Mais pendant 5 ans. Dans les 5 années. Mais pendant les 6 années qu'il vient de faire au pouvoir, qu'il nous montre où est-ce que le prouesse de ce régime, c'est où? Où est-ce qu'il a déjà placé une pierre? Hein? On pose la première pierre et il est revenu pour l'inauguration. Où? Un régime des gens qui se sont évertués à saigner à blanc les caisses de l'État. Aujourd'hui, les gens qui meurent à Massissi, ce sont ces contribuables-là qui versent leur argent dans les caisses de l'État, que ces gens-là sont en train de dilapider aujourd'hui. Et maintenant, du côté de FCC, qu'est-ce que nous devons faire? Toujours accompagner ces promesses-là. Combien de fois on les a appelés à table pour dire, bon voilà, nous qui avons géré la République pendant 18 ans, et vous qui êtes venus avec les promesses, nous pouvons vous montrer quand même des stratégies. Les grands rôles de l'opposition. J'avais même proposé, j'étais, je crois, à une chaîne de radio sur place ici, que c'est lui-même qui nous a intégrés à l'EAC. Pourquoi ne pas nous demander à l'EAC, là, au moins c'était encore une année ou 2 ans, quand nos compatriotes avaient fui les affres de la guerre, pourquoi ne pas demander à ces troupes de l'EAC de créer une zone d'interposition afin que nos compatriotes regagnent leur milieu naturel? Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on nous promet des avions. Il avait promis à la population de Goma qui viendra vivre à Goma. Qu'en est-il aussi des promesses qu'il a faites à la population de Beni et de Butembo? Et aujourd'hui, la jeunesse qui se retrouve abandonnée à son triste sort, lui-même avait dit qu'il va créer 10 000 emplois pour les jeunes. Mais il fait quand même l'effort. Hein? Mais aujourd'hui, non, mais comment l'effort? Parce que ce n'est pas à toi de le dire, c'est à lui-même de le dire. Lui-même s'est contredit en disant que, quand il a fait sa tournée, il a dit à la population plutôt à cette même jeunesse-là, que la jeunesse se mette au travail parce que l'État n'a pas d'emploi à donner à tout le monde. Mais pose-moi, je suis entrepreneur. Pose-moi la question, comment j'ai commencé et où est-ce que j'en ai. Maintenant, si aujourd'hui, le même président qui a promis des emplois aux jeunes, le même président revient avec le même message disant aux jeunes de se prendre en charge parce que l'État n'a pas d'emploi à donner à tout le monde, et que ce soit encore le même président qui est garant de toutes les institutions, n'encadre pas cette même jeunesse qui essaie un peu de créer des petits emplois pour se prendre en charge. Donc tu vois que nous sommes vraiment dans une confusion totale. C'est toujours des promesses et promesses. L'insécurité qui bat son plein aujourd'hui, nous ne savons pas, nous sommes dans quoi. Parce que moi je sens qu'à un niveau donné, le président fait pratiquement la confusion de toutes ses missions régaliennes. Le président ne sait pas quand est-ce qu'il est juge suprême. Le président ne sait pas quand est-ce qu'il est garant de la nation. Parce que les discours qu'il a tenus en accusant les clergés, comme quoi ce sont aussi des opposants en soutane, il a pratiquement violé la Constitution, parce que les garants de la nation doivent aussi user beaucoup sur l'unité nationale. Mais des propos comme ça qu'il crée en dissociant les contenus, je dirais, qui créent la cohésion nationale, et bien là c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Alors, c'est quoi la responsabilité de l'opposition et de l'FCC en particulier dans tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement en République démocratique du Congo, surtout durant toute l'année 2020? Monsieur les journalistes, toutes les grandes responsabilités sont inscrites dans la Constitution. Nulle part dans la Constitution, il y a une disposition qui parle de la mission que doit jouer l'opposition. C'est encore moins tout d'abord la société civile. Tout d'abord, mais l'opposition a été toujours là. Et je l'ai dit en survolant que malheureusement pour le cas de l'IDPS, ils l'ont fait très mal. Mais l'opposition a toujours été là pour faire les contrepoids. Assurément. Et c'est comme ça que quand les clergés catholiques et toutes les autres confessions religieuses ont trouvé le silence de Joseph Kabila en tant qu'un grand monument de l'opposition, l'Église s'est interposée. Elle a dit trop, c'est trop. Mais, oubliant, Félix Tshisekedi dit que son papa ne quittait pas la chambre du fait archevêque
Mosengo Passigna, les cardinals, oubliant que la constitution issue de la CNS, de la Conférence nationale souveraine, avait été aussi en grande partie rédigée par son frère Père le Sphinx. Mais qui a fait de lui, qui a fait de Étienne Tshisekedi du Premier ministre, c'était la Conférence nationale souveraine, qui était patronnée par qui? Par Laurent Mosengo. À ce temps-là, les clergés ne posaient pas de problème. Donc, vous voyez que nous avons pratiquement laissé du temps aux amateurs politiques de gérer les institutions. Des gens qui ne comprennent rien, qui sont venus pratiquement parachuter comme un cheveu dans la soupe pour venir nous gérer les institutions. Et c'est comme ça que partout, à tous les niveaux, rien ne va. Que ce soit l'Assemblée nationale, rien ne va. Récemment, ici, j'ai vu des députés se plaindre pour les salaires de leurs assistants parlementaires. Ça, c'est la gestion du niveau de l'Assemblée nationale. Je vois au Sénat, le président du Sénat qui surgit d'un coup, il dit non, bon voilà, nous avons besoin d'argent pour construire au moins un bâtiment qui va abriter le Sénat. Comme si le Sénat était dans la rue. Donc vous comprenez que le social du peuple, ce n'est pas ce qui intéresse les acteurs et politiques actuels. C'est comme ça que nous, du côté de l'opposition, nous sommes en train de travailler dur jour et nuit, afin que nous puissions créer une autre classe politique capable de donner au moins au peuple ce qu'il mérite. Mais le malheur est venu. Nous avons pensé que les gens qui ont fait beaucoup de bruit sur la chaussée, à Brila, à Kassa, pouvaient aussi faire une bonne gestion de la chose publique. Et voilà là où nous en sommes. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Le chômage a éteint ce paroxysme. Et je vois aussi le ministre des Finances qui se vante comme quoi il a déjà atteint des assignations, mais sur les paniers de la ménagère, rien ne va. L'inflation est toujours galopante. On ne sait pas à quel niveau on est. Aujourd'hui, il y a 3 mois, on était à 23% de taux d'inflation. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à combien? Il vante comme quoi le FMI, c'est grâce à lui, grâce à ses prouesses que le FMI est venu encore une fois en appui au budget. Mais vous et moi posons la question après 2 mois. Si le budget a été voté à l'Assemblée nationale et au Congrès, parce qu'au moins c'est l'Assemblée nationale qui est l'institution budgétaire, pose-moi la question, les 200 autant de millions que le FMI va encore injecter en appui au budget, ça va servir à quoi? Parce que jusque-là, il n'y a pas une péréquation, un plan de péréquation pour dire, bon voilà, comme nous avons déjà voté un budget autant, et voilà, nous voulons aussi que ce qui viendra en appui va faire ceci. Rien. Vous voyez que ça serve à quoi, selon vous? Mais parce que la Banque centrale elle-même n'a pas de réserve. On a stabilisé les taux. Mais est-ce que les taux a baissé? Les taux d'échange sur les marchés. Ils disent qu'ils ont stabilisé les taux d'échange. Est-ce que le mécanisme de réduction des taux d'échange a été bien étudié? Que fait le ministre de l'économie? C'est un processus, hein? C'est lorsque le ministre a dit. Ce n'est pas une question de processus. Vous savez, le régime ici nous a injuriés. Pourquoi? Parce qu'on est en train de placer des gens qui ne s'y connaissent même pas. Vous êtes sûr? Mais bien sûr. Mais je vous pose la question. Le ministre de la Défense aujourd'hui, il a fait l'armée. Il est militaire. Il est obligé de faire l'armée? Non, mais comment? Si vous prenez un infirmier, vous le mettez à la justice, il ne connaît ni la procédure, il ne connaît ni les droits. Mais à celui-là, vous attendez quel résultat? Il va inviter les experts. Donc, si je m'emprunte ces mots, donc, et le président de la République et tous les autres membres du gouvernement ont des experts. Mais pourquoi nous, ça ne change pas les social du peuple? Mais ça se faisait aussi à l'époque de Kabila. Quelqu'un qui était à l'agriculture, il va directement à la justice. Moi, je vais vous donner des comparaisons simples. Depuis 2013, la RDC avait quitté la liste des PPTE, donc les pays pauvres et très endettés. Mais aujourd'hui, nous revenons encore sur la liste. Ok. Kabila, quand il a quitté le pouvoir, les taux d'échange étaient à combien? Les marchés boursiers auxquels nous sommes aussi compétitifs étaient à combien? Les taux d'inflation étaient à combien? Les systèmes éducatifs étaient à combien? Les infirmiers qui sillonnent tous les jours les rues pour faire des grèves et les enseignants, ils n'étaient pas payés? Les militaires étaient à combien? Les soldes des militaires étaient à combien? Faisons quand même une analyse comparative qui n'est pas, je dirais, subjective. Soyons objectifs et faisons des analyses objectives. Je vous dis que je suis opposant, mais je ne m'attaque pas seulement à tout ce qui s'est fait très mal. J'ai vanté les prouesses du maire de la ville par rapport à son plan là des affiches à Moujou Goma par rapport à l'insécurité. Vous voyez? Dites-moi, M. Alain, sans pour autant continuer, s'il vous plaît, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis que Kabila a laissé le pouvoir à M. Félix Tshisekedi et qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui a galopé? Sur quel plan?
C'est Je tous vais les être plans. précis. C'est tous les plans. Mais moi, je vais vous répondre que rien ne va sur tous les plans. Hum. Bien sûr, rien ne va sur tous les plans. Mais il y a la gratuité. Hein? Les mamans sont en train de vanter cette gratuité scolaire. Va dans une école où on a instauré la gratuité, tu vas pleurer. Si tu as même un membre de famille qui a son enfant là-bas, tu vas l'enlever le lendemain. Vous parlez de la gratuité pendant que les enseignants n'ont pas de didactique. Vous parlez de gratuité pendant que les écoles n'ont pas de salles. Vous parlez de gratuité pendant que les enfants ont à peine les moyens même de se tenir sur le même banc. Ça, c'est quelle gratuité? Donc, pour vous, la gratuité, c'est prendre une salle de classe comme un stade de football. Non. Si vous voulez parler de gratuité, alors construisez des écoles, augmentez parmi ces écoles-là des salles de classe, dotez les enseignants, aussi par les écoles, des matériels didactiques. Eh bien, il ne faut pas que ce soit une gratuité qui va non plus aussi sortir des enfants médiocres de la formation. N'est-ce pas? Si mes enfants sont dans une école privée où ils étudient aisément, qu'est-ce que moi je vise? C'est la formation. Mais si vous autres, vous pensez que la gratuité, c'est prendre tous les enfants du coin, vous les mettez dans une salle de classe comme un stade, vous les embrouillez là-bas, sans matériel didactique, les enseignants qui les encadrent, un enseignant sur 150 élèves dans une classe, eh bien, nous sommes où? C'est là où la gratuité a échoué. Elle a pratiquement échoué. Complètement échoué, lamentablement échoué. Alors, monsieur Alain, de FBC, c'est votre ancien... AFBC. AFBC, allez-je Oui. dire, votre ancien parti politique. Et aujourd'hui, vous avez démissionné de ces partis politiques. Et dites-nous, c'était quoi les raisons? Si vous pouvez en parler juste devant notre caméra. Bon, les auditeurs, s'il faut les appeler ainsi, Les téléspectateurs. les téléspectateurs qui peuvent souhaiter savoir, Alain, quelle est sa position actuelle par rapport au parti politique. Bon, je profite de ce micro aussi pour annoncer que j'ai été cadre du parti dénommé AFBC, Alliance des Forces pour le Bien-être des Congolais, et parti cher à l'honorable docteur Néné Ilunga-Nkulu, qui, à un moment donné, par rapport à ses propres raisons personnelles, parce que ces raisons n'ont pas engagé non plus les partis en question, elle a jugé bon de quitter les FCC. Les FCC, pour moi, les FCC dit Joseph Kabila. C'est un regroupement. Moi, j'ai adhéré à ces partis-là, étant membre du FCC, c'est-à-dire je suis venu accompagner les idéaux kabilistes. Je suis d'abord kabiliste 10 ans. Et alors, me dire que bon, voilà, parce qu'il y a eu des disgrâces entre telle ou telle personne, le parti doit migrer, je ne sais pas vers où, parce que jusque-là, le parti a jugé bon de quitter le FCC sans savoir où est-ce qu'il va. Alors, moi, j'ai dit, à peine que le parti s'est prononcé sur cette question, quelques minutes seulement après, on suffit pour que je puisse déposer ma démission. Parce que j'ai dit à l'autorité morale que moi, je suis venu non seulement accompagner les idéaux kabilistes, n'ai jamais trahi le Congo, mais aussi étant que partisan de Joseph Kabila, un monument vivant, le père de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, une école de fondation et de refondation politique en République démocratique du Congo, je me suis dit, je me trouve mieux de rester cadre du FCC, tout en... FCC n'est pas un parti politique. Hein? FCC n'est pas un parti politique, c'est un regroupement politique qui regorge beaucoup d'autres partis politiques. Le temps de réfléchir dans quel autre parti politique je vais adhérer, mais qui soit un parti du FCC. Qu'est-ce qui vous a fâché dans ces partis pour quitter? Non, mais ma démission est basée seulement par le simple fait que moi j'ai adhéré au parti parce que la parti était inscrit dans la vision kabiliste, dans la vision vous êtes fidèle à Kabila. Oui, je suis fidèle et je vais rester fidèle à Kabila. C'est quoi la position du FCC quant au changement de la Constitution? Les FCC, d'abord, s'il faut parler, vous savez, on ne va pas non plus faire des jugements, je dirais, trop scientifiques, parce que, je dirais, si Tshisekedi courait le risque de changer la Constitution, il tombe. C'est un risque. C'est un risque parce qu'il tombe dans une infraction qu'on appelle des infractions imprescriptibles, qui veut dire que même si aujourd'hui il ne peut pas être arrêté, même plus tard il le sera. Parce que déjà, au sein de la Constitution, en lisant le premier article jusqu'au 229e, il y a un vide constitutionnel qui prévoit une matière concernant le changement de la Constitution. On peut réviser les articles, on peut modifier les articles. Et la modification, ainsi que
la révision sont prévues dans la Constitution. Ouais. Donc il faut d'abord passer par un référendum et rassembler les nombres et ainsi de suite. Mais les changements de la Constitution, ça c'est une forte infraction. Lui parle du changement, parce que cette Constitution est l'émanation des Blancs, hein, pas des Congolais. Ça c'est un faux fuyant. Ça c'est un faux fuyant parce que si vous voyez très bien la succession de toutes, parce qu'évidemment, il a aussi évoqué quelques dispositions intangibles de la Constitution, lesquelles lui-même peut-être ne maîtrise même pas, parce que dans la Constitution, tout est dit. Et pratiquement toutes les grandes dispositions de la Constitution sont aussi ici des autres constitutions précédentes, auxquelles son papa, le Sphinx, avait été, si pas rédacteur, peut-être co-rédacteur. Vous voyez un peu la nuance. Et qu'aujourd'hui, s'il faut poser la question de la modification, du changement, d'ailleurs pour moi, cette constitution de 2006, c'est la seule constitution qui avait rassemblé beaucoup d'acteurs politiques. Parce que non seulement elle est issue des accords, Sun City, Addis Abeba, et je ne sais pas, et tous les autres, en passant par les schémas 1+4, vous comprenez? Donc tous ces belligérants-là, tous ces grands acteurs politiques ont pris part à la rédaction de cette constitution. Et bien voilà, depuis que nous l'avons, lui-même, j'ai des vidéos, je peux vous les balancer, vous êtes journaliste, ou si pas lui-même, peut-être son mentor constitutionnaliste, professeur Mbata, ne faisait que vanter la constitution, qu'elle est la plus meilleure de toutes les constitutions du monde. Et je vous rappelle aussi, ici, pour vous informer que cette même constitution, la nôtre, je vis la constitution de la constitution française et la constitution de la Belgique, c'était inspiré pour la révision de certaines modifications, et plutôt la révision de certaines dispositions. Vous comprenez? Donc, jusqu'à preuve du contraire, il y a une machination qui n'a pas encore dit son nom, qui n'a pas encore donné sa couleur, qui est en train de se confectionner dans les dessous des cartes, afin de vouloir prendre les peuples en otage. Mais, jusqu'à preuve du contraire, la Constitution reconnaît que la souveraineté revient au peuple, et que donc, s'il y a encore un autre hold-up en dehors du hold-up électoral pour lequel le peuple n'a pas eu à s'exprimer librement, s'il faut encore tomber dans le hold-up constitutionnel, et bien là, alors, le peuple va se réveiller. Si le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, arrivait à changer la Constitution, quelle serait la décision ou bien la position de l'FCC? Non, le FCC, c'est un microcosme de la population congolaise. Il ne faut pas détacher le FCC parce que la plateforme organisationnelle est constituée par des Congolais, donc des sujets des droits congolais. On voit FCC, on voit Joseph Kabila. Non, pas seulement Joseph Kabila, parce qu'en dehors de Joseph Kabila, en tant que plateforme, Joseph Kabila aussi entouré des gens, à commencer par moi-même. Vous voyez, donc moi, en tant que Congolais, sujet du droit congolais, je dois être capable de maîtriser mes obligations vis-à-vis de l'État et mes droits en même temps. Alors, si je vois que mes droits sont pris en otage, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des dispositions dans la Constitution qui prévoient que si, c'est l'article 46, que si on voit que comment dirais-je, les droits des populations, les droits du peuple sont pris en otage, et il faut que le peuple se réveille pour revendiquer ces droits. Et c'est ce que la population va faire. Il ne faut pas dire seulement que le FCC, non. Le FCC pourra aussi se retrouver parmi cette population-là qui va se réveiller, parce que Katumbi va se réveiller avec son ensemble, et Fayoulou va se réveiller avec les idées, et je vois les autres de l'opposition, ou même ceux-là qui seront un peu, je dirais, et qui vont aussi percevoir très mal ces changements-là, eh bien, nous tous, nous allons nous réveiller pour nous prendre en charge. Qu'est-ce que vous craignez si le président de la République arrivait à changer la Constitution? Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Et si le président lui-même est bien averti au travers même les conseillers, il sait très bien qu'il ne peut même pas oser faire un pas de ces changements constitutionnels. Donc, vous refusez quelque chose dont vous ne connaissez même pas si c'était peut-être une bonne chose? Parce que je vous dis très bien qu'il y a un vide constitutionnel. Il n'y a aucune matière qui prévoit les changements de la Constitution. Déjà, s'il fallait même réviser la Constitution, s'il faut lire la Constitution, les matières qui sont prévues pour arriver même à changer des dispositions, pas changer, mais à modifier et à réviser. Il y a d'abord des dispositions qui disent, je crois que c'est l'article 222 qui stipule que pendant l'état de siège, on ne peut pas toucher à la Constitution. Même demain, on peut on a été trompé, Félix Tshisekedi, le président de la République. On les trompe, qu'ils ne se laissent pas bercer par ses conseillers, et je dirais véreux, qui cherchent à gonfler leur ventre. Il a prêté seulement sous la même constitution. N'est-ce pas? Combien de fois? Des fois. Ah ben voilà.
Le même a dit, apprêté seulement qu'il va faire quoi? Observer les lois de la République et respecter la Constitution. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça doit fâcher. Qui est ce Rwandais-là qui est sorti de Kigali pour venir rédiger la Constitution? Il n'y en a pas. Qui est ce Burundais? C'est les étrangers. Hein? Mais lesquels qui nous les citent? Parce que dans toute œuvre scientifique, on doit faire appel à des experts. C'est vous-même qui avez dit que les gouvernements, les membres du gouvernement sont entourés des experts. Assurément. Mais ne pensez-vous pas que parmi les cabinets de ces ministres, ou même le cabinet de lui-même, et président de la République, il a des conseillers qui sont belges. Congolais, mais naturalisés belges. Ils sont là, nous les connaissons. C'est vous qui les connaissez, pas moi. Oui, mais je vous informe. Je profite de ces micros pour vous informer. Au sein de la conseillerie du président de la République, il y a des étrangers. Je vous informe, il y a des étrangers. Il y a des Belges, il y a des Français. Ok, c'est vous qui les connaissez. Monsieur Alain, peut-être la dernière question avant de clôturer cette émission. Vous allez nous dire, plusieurs personnes disent que le FCC est derrière cette guerre du M23. Dites-nous qu'est-ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous en dites ou bien qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Quand vous dites les FCC, vous voulez cibler qui personnellement? Les FCC seraient derrière. Laisse-moi les mettre aux conditions. Non, mais parce que je ne veux pas non plus engager des gens qui ne sont pas cités nommément. Vous voyez? Il y a eu un procès. Il y a eu un procès. Des gens disent que les services de renseignement ont mis la main pour les amener jusqu'à Kinshasa, à Makala. Il y a un procès, je pense, qui continue, où on a questionné les gens qui ont été issus du M23. Je veux Joseph Kabila parce que vous avez esquivé la question, vous êtes peut-être réservé de ne pas citer Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un Congolais. Donc, c'est un sujet des droits congolais. Moi, je suis Congolais, je suis un sujet des droits congolais. C'est-à-dire, moi, comparativement avec Joseph Kabila, nous avons des juges naturels. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, Alain, que je tombe dans une infraction du droit commun, ou que je tombe dans une infraction imprescriptible, j'ai mon juge naturel. Mais pourquoi pas? Tous ces gens-là que vous voulez, je dirais, globaliser et dire que les FCC, pourquoi les preuves en possession de ceux-là qui doivent poursuivre avec la procédure ne sont pas exposées et dire, bon voilà, au sein du FCC, nous avons vu Janine Mabunda financer les M23. Nous avons vu telle personne avec, et qu'on puisse constituer un dossier. On va déposer, on va placer le dossier entre les mains d'un juge qui va convoquer les concernés et on va commencer la procédure. Si c'est là jugé, c'est là jugé. Peut-être parce que certains cadres, certains anciens cadres du PPRD avaient officiellement adhéré à M23. Non, mais si vous dites qu'ils avaient officiellement adhéré au M23, je ne suis pas en train de faire ici la défense de ceux-là qui ont adhéré parce que moi-même, je suis panafricaniste, j'aime la République, je ne peux pas non plus encourager ce qui s'est fait avec les M23. Donc, pour moi, la passation d'un régime à un autre doit se faire de manière démocratique et civilisée. Donc, pas par les armes. Donc, je ne suis pas en train de faire la défense de ceux qui sont là-bas. Mais il n'y a pas seulement, parce que dans toutes les familles, il y a des brebis galaises, dans toutes les familles, il y a des enfants prodiges. Donc, si ceux-là qui se sont égarés en quittant les FCC, sans avoir informé au FCC qu'ils ont quitté, n'est-ce pas? Ils peuvent se retrouver là-bas au nom et à la casquette du FCC. Mais c'est à nous, membres et cadres du FCC, de dire non, ces messieurs-là avaient déjà quitté notre famille politique il y a bien longtemps. Mais si du moins, moi, Alain, en tant que cadre du FCC, aujourd'hui, je tombe dans une infraction de connivence, par exemple, ce qui est déjà prévu dans la Constitution, en connivence avec les M23 ou l'AFC, et que les preuves soient établies. Mais je suis sujet des droits congolais. Que je sois présenté devant mon juge naturel et que je sois condamné. C'est tout à fait simple. Pourquoi les gens ont peur? Monsieur Alain, pour finir, dites-nous qu'est-ce que vous avez à dire sur base de cette guerre qui gangrène la province du Nord Kivu? Bon, je salue d'abord les efforts des FRDC et de nos Azalendo qui ne cessent de se battre par rapport à leur serment sous les drapeaux Tokoa Ponaekolo. Et j'ai vu le commandant suprême des FARDC, dont le président de la République lui-même, qui a essayé un peu de jouer sur les têtes responsables de l'état-major général, donc à commencer par les chefs d'état-major général et tous ceux-là qui suivent. Donc pour moi, c'est peut-être un espoir, un souffle de soulagement qui vient de se créer, parce que la population, surtout nos compatriotes qui ont fui les affres de la guerre, ne jurent que sur la rentrée dans leur milieu naturel. Donc pour moi, ça ne sert à rien seulement que le président se limite
à des changements de tête au sein des FRDC, mais aussi de doter à cette armée, à ces FRDC, de tous les moyens nécessaires. Quand j'ai tous les moyens nécessaires, je commence par une logistique nécessaire et adaptée. Les moyens nécessaires, je parle des moyens financiers. Un militaire qui se bat au front doit se rassurer que les jours de son paiement, son salaire va venir. Vous voyez, il a aussi besoin de la ration et de son ravitaillement. Donc, si tous ces éléments-là sont mis en marche, eh bien là, au moins, on va apprendre que, bon, voilà, il y a des localités qui ont été jadis récupérées et occupées par les M23 qui viennent d'être récupérées. Parce que mon souci, moi, c'est de voir l'armée être à la hauteur de bouter cette guerre jusqu'à très dehors et de là où elle est venue. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, Monsieur Alain. Merci d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire en termes de conclusion. Bon, c'est moi qui remercie WAB Info TV. Ça faisait un peu bien longtemps que j'avais intervenu dans une émission du cadre, parce qu'évidemment, j'interviens seulement, si pas dans un cadre politique, peut-être dans un cadre d'entrepreneuriat. Et félicitations au grand boss de WAB Info TV qui essaie de ménager beaucoup d'efforts pour quand même donner une bonne image de cette chaîne en ligne qui est très suivie. Et encore une fois, félicitations aussi à vous parce que c'est la première fois de prendre des contacts avec vous. Merci. Espérons que ce n'est pas la fin. Nous sommes toujours là, disponibles, parce que notre présence, c'est aussi un cadre pratiquement pédagogique et informationnel. Et nous sommes là pour informer les peuples et pour continuer le combat. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.